La seconde généalogie dans laquelle Foucault inscrit son propre travail est celle de l'histoire des sciences. Dans l'entretien avec Trombadori, il ne mentionne que le nom de Poiré, mais dans l'introduction qu'il a rédigée pour la traduction anglaise du livre de Canguilhem, Le normal et le pathologique, publié en 1978 et révisé en 1984 pour le numéro de la revue de métaphysique et de morale consacré à l'œuvre de Canguilhem. La lignée des historiens des sciences comprend 4 noms: Poiré, Bachelard, Cavaillès et Canguilhem lui-même. Leur travail a un premier point commun. Des œuvres comme celles de Poiré, Bachelard, Cavaillès ou Canguilhem peuvent bien avoir pour centre de référence des domaines précis, régionaux, chronologiquement bien déterminés de l'histoire des sciences. Elles ont fonctionné comme des foyers d'élaboration philosophique importants, dans la mesure où elles faisaient jouer sous différentes facettes cette question de l'Aufklärung, essentielle à la philosophie contemporaine. Chez les historiens des sciences, cette question de l'Aufklärung est posée dans une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept. Et c'est là un second point commun, plus fondamental encore, qui oppose terme à terme ces 4 œuvres à la philosophie de l'expérience, du sens et du sujet, qui est celle de Sartre et de Merleau-Ponty. Pour Foucault, un tel clivage est ancien comme structurant dans la philosophie française, depuis l'opposition entre Comte et Maine de Biran jusqu'à celle entre Poincaré et Bergson. Et il en trouve la plus récente formulation dans la double lecture des Méditations cartésiennes de Husserl. Celle épistémologique de Cavaillès, celle phénoménologique de Sartre. L'histoire des sciences, dans sa définition philosophique française, a un premier enjeu: mettre en évidence l'historicité de la pensée de l'universel, opposée à la raison entendue comme un invariant anthropologique, la discontinuité des formes de la rationalité. Il s'agit donc de questionner une rationalité qui prétend à l'universel, tout en se développant dans la contingence, qui affirme son unité et qui ne procède pourtant que par modification partielle, qui se valide elle-même par sa propre souveraineté, mais qui ne peut être dissociée dans son histoire. Des inerties, des pesanteurs ou des coercitions qui l'assujettissent. Un second déplacement opéré par l'histoire des sciences à la française substitue à une conception de la vérité tenue comme présente dans les choses elles-mêmes les modalités variables du partage entre le vrai et le faux. Foucault analyse ainsi le travail de l'épistémologie historique. L'histoire des sciences n'est pas l'histoire du vrai, de sa lente épiphanie. Elle ne saurait prétendre raconter la découverte progressive d'une vérité inscrite de toujours dans les choses ou dans l'intellect, sauf à s'imaginer que le savoir d'aujourd'hui la possède enfin de façon si complète et définitive qu'il peut prendre à partir d'elle la mesure du passé. Et pourtant, l'histoire des sciences n'est pas une pure et simple histoire des idées et des conditions dans lesquelles elles sont apparues avant de s'effacer. On ne peut pas dans l'histoire des sciences se donner la vérité comme acquise, mais on ne peut pas non plus faire l'économie d'un rapport au vrai et à l'opposition du vrai et du faux. C'est cette référence à l'ordre du vrai et du faux qui donne à cette histoire sa spécificité et son importance. Sous quelle forme? En concevant que l'on a à faire l'histoire des discours véridiques, c'est-à-dire l'histoire de discours qui se rectifient, se corrigent et qui opèrent sur eux-mêmes tout un travail d'élaboration finalisé par la tâche du dire vrai. Enfin, au sujet souverain fondateur du sens, à la centralité du cogito, l'histoire des sciences oppose la constitution réciproque de l'objet de savoir par le sujet connaissant et celle du sujet connaissant par les savoirs qui l'objectivent. Foucault se reconnaît une troisième famille plus désunie. Elle formée par les structuralistes qui ne l'étaient pas, à l'exception sans doute du premier d'entre eux, à savoir Lévi-Strauss, Lacan, Althusser. Entre leurs travaux et le sien, Foucault reconnaît un point commun, qui n'est pas l'utilisation des concepts ou des méthodes de l'analyse structurale, souvent et véhémentement refusées, mais une commune remise en cause de la théorie du sujet, dans les règles de la parenté ou la production des récits mythiques, dans le fonctionnement de l'inconscient, dans l'articulation entre mode de production et formation sociale. Leurs œuvres ont identifié le jeu automatique des structures, là où les pensées idéalistes repéraient l'inventivité créatrice, la transparence de la conscience ou le résultat de l'agir humain. Ce qui unit ces 3 lignées où Foucault s'inscrit lui-même
et donc une formulation radicalement originale de la question du sujet. D'un sujet dépouillé des pouvoirs et attributs traditionnels qui lui faisaient donner sens au monde, fonder l'expérience et à la connaissance produire la signification. À la place de la souveraineté sans partage de la subjectivité cartésienne ou phénoménologique, les écrivains de la limite, les historiens des sciences et les structuralistes ont installé les discours négatifs sur le sujet. Leur travail renvoie à une même œuvre, celle de Nietzsche. Foucault aime à rappeler l'importance décisive qu'elle a eue dans sa trajectoire intellectuelle, mais plus encore, il la situe à l'origine de chaque généalogie. Nietzsche est le premier des écrivains de la désubjectivisation, de là le parcours à rebours qui l'a conduit des écrivains de la limite à cette œuvre matricielle. J'ai lu Nietzsche à cause de Bataille, et j'ai lu Bataille à cause de Blanchot. D'une moins immédiate évidence, la proximité entre Nietzsche et Canguilhem n'en est pas moins certaine. Nietzsche disait de la vérité que c'était le plus profond mensonge. Canguilhem dirait peut-être, lui qui est loin et proche à la fois de Nietzsche, quelle est sur l'énorme calendrier de la vie la plus récente erreur. Plus exactement, il dirait que le partage vrai-faux ainsi que la valeur accordée à la vérité constitue la plus singulière manière de vivre qu'ait pu inventer une vie qui, du fond de son origine, portait en soi l'éventualité de l'erreur. Enfin, comme le marque avec force l'un des rares textes que Foucault a exclusivement consacré à Nietzsche, le concept d'événement tel que le manie la Virkliche Historie, l'histoire effective nietzschéenne, est le levier fondamental qui permet de détacher tout travail de compréhension, qu'il soit structuraliste ou non, de la souveraineté du sujet signifiant, entendu comme un rapport de force qui s'inverse, considéré dans son radical surgissement. L'événement oblige à rompre avec le jeu consolant des reconnaissances et à faire le sacrifice du sujet de connaissance. Architecture de l'œuvre, le pouvoir, le sujet, la vérité. Dans l'entretien de 1978 avec Trunbadori, Foucault propose un classement des livres qu'il a déjà publiés à partir de la forme de travail intellectuel qui les a portés. Chacun de mes livres est une manière de découper un objet et de forger une méthode d'analyse. Mon travail terminé, je peux, par une sorte de regard rétrospectif, extraire de l'expérience que je viens de faire une réflexion méthodologique qui dégage la méthode que le livre aurait dû suivre. De sorte que j'écris un peu en alternance des livres que j'appellerai d'exploration et des livres de méthode. Foucault range dans les livres d'exploration l'histoire de la folie et la naissance de la clinique, et dans les livres de méthode l'archéologie du savoir. Les mots et les choses, livre marginal, exercice formel, ne trouvent pas place dans cette taxinomie, ni d'ailleurs les ouvrages les plus récents ainsi évoqués. Ensuite, j'ai écrit des choses comme surveiller et punir, la volonté de savoir. Inscrire dans une cohérence d'ensemble et une trajectoire raisonnée, ces choses sera l'objet même des autres classifications. Dans un entretien accordé un an plus tôt, Foucault avait fait du déplacement de la catégorie de pouvoir le principe d'organisation de son travail. Sont ainsi distingués les livres fondés sur une grille de lecture juridique et négative du pouvoir, où le pouvoir interdit, occulte, exclut, et ceux qui mettent en œuvre une grille différente, technique et stratégique. Les effets de pouvoir n'y renvoient plus à une instance unique et centrale, mais résultent des relations tissées entre les individus ou les groupes. Loin de réprimer une subjectivité qui leur serait antérieure et extérieure, ces effets de pouvoir règlent des partages, définissent des rôles, modèlent les individus. Ils sont donc à leur manière producteurs des sujets eux-mêmes. L'histoire de la folie et plus bizarrement l'ordre du discours sont cités comme portés par la première conception du pouvoir. Surveiller et punir, et la volonté de savoir comme construit à partir de la seconde. Ici dissociées, voire opposées, l'histoire de la folie et surveiller et punir seront ensuite replacées dans une même série lorsque le critère premier de l'organisation de l'œuvre sera les modes de constitution du sujet, ce qui, du même coup, éloignera la volonté de savoir, premier volume de l'histoire de la sexualité, de surveiller et punir. Dans le résumé du cours qu'il a donné au Collège de France durant l'année universitaire 1980-81, Foucault propose un nouveau découpage rétrospectif, organisé selon un déplacement thématique de son travail, tels qu'ils lui apparaissent désormais. Dans un premier temps, il a été voué à l'histoire de la subjectivité, entendue comme l'histoire des modalités de la constitution du sujet. Celles-ci sont les deux types. D'une part, les partages qui ont institué le sujet normal en opposition au fou, l'histoire de la folie, aux malades, naissance de la clinique, aux délinquants, surveiller et punir. D'autre part,
les savoirs qui l'ont objectivé en tant qu'être parlant, travaillant et vivant, les mots et les choses. Une seconde étape a mis au centre des interrogations l'histoire de la gouvernementalité. Le terme apparaît pour la première fois dans le cours du Collège de France de 1977-78. Il désigne alors l'ensemble des appareils, des procédures, des calculs et des techniques qui définissent une forme spécifique de pouvoir dont la cible est la population, le savoir de référence, l'économie politique et l'instrument technique, les dispositifs de sécurité. D'où le titre même du cours, Sécurité, territoire et population. En 1981, Foucault rassemble comme forme d'exploration de la gouvernementalité les livres concernant l'enfermement et les disciplines, l'histoire de la folie et surveiller et punir, déjà cités, et qui, bien entendu, ne font pas usage de la notion. Les cours consacrés à l'art de gouverner et à la raison d'État, à savoir ceux de 77-78 et de 78-79, naissance de la biopolitique, de 79-80, du gouvernement des vivants, et l'étude menée avec Arlette Farge sur les lettres de cachet, qui sera publiée en 82. Le résumé du cours 79-80 indique un remaniement du concept de gouvernementalité, détaché du seul exercice du pouvoir d'État, subsumant désormais toutes les techniques et procédures destinées à diriger les conduites des hommes. Il élargit ses objets, l'État bien sûr, mais aussi la maison ou l'individu lui-même, et ses cibles, les corps, mais aussi les âmes ou les consciences. Le cours de 80-81 inaugure une nouvelle enquête qui, sous le titre Subjectivité et vérité, ne donne pour objet l'histoire du souci de soi et des techniques qui s'y rapportent, se donne pour objet. Les déplacements proposés sont de deux ordres, de l'objectivation du sujet par les partages et les savoirs au rapport de soi à soi, de l'exercice du gouvernement sur les populations aux formes et aux modèles du gouvernement de soi par soi. Dans un tel projet, comme l'indiquait déjà une conférence faite au Brésil en 1976, la sexualité joue un rôle central, puisque s'y trouve articulée régulation de population et discipline individuelle du corps. Dans l'entretien qu'il accorde à Dreyfus et Rabinoff, paru en 82 sous le titre de Subject and Power, Foucault formule d'une autre manière la trame chronologique de son travail. La question centrale qu'il a portée est clairement formulée, récusant explicitement une autre lecture. Ce n'est pas le pouvoir, mais le sujet qui constitue le thème général de mes recherches. D'où un travail toujours préoccupé par les différents modes de subjectivation de l'être humain dans notre culture. Le concept de subjectivation fait ainsi son entrée dans le vocabulaire foucaldien, tardivement mais de manière décisive. La trajectoire dessinée reprend celle qui a été présentée dans le résumé du cours de 80-81, mais avec quelques variantes. Elle s'ouvre avec des études consacrées à l'objectivation du sujet par les savoirs, objectivation du sujet parlant par la grammaire, la philologie, la linguistique, objectivation du sujet travaillant par l'économie politique, objectivation du sujet vivant par l'histoire naturelle et la biologie. Ce sont là les objets mêmes des mots et des choses, dotés ici d'un statut inaugural. Puis Foucault indique que dans la deuxième partie de son travail, l'attention a été portée sur l'objectivation du sujet par des pratiques divisantes, c'est-à-dire des pratiques qui le séparent des autres, ou bien qui le divisent à l'intérieur de lui-même. Ainsi, les partages entre le fou et l'homme sain d'esprit, entre le malade et l'individu en bonne santé, ou entre le délinquant et le gentil garçon. Le souci logique bouscule ici la succession chronologique, puisque les deux premiers partages font l'objet de livres, l'histoire de la folie, la naissance de la clinique, évidemment antérieure à la publication des mots et des choses. Le travail en cours, ouvert en 1978 par la volonté de savoir, a un autre propos, étudier comment par lui-même l'être humain se transforme en sujet. L'avancement de ce travail en cours, marqué par la rédaction de l'usage des plaisirs et du souci de soi, conduit Foucault à une nouvelle réorganisation. Il énonce dans le texte qui doit servir d'introduction générale au nouveau volume de l'histoire de la sexualité, à savoir les deux ouvrages cités et celui qui devait les compléter, Les aveux de la chair, publié dans Le Débat en novembre 83, quelques mois avant la sortie de l'usage des plaisirs. Cette présentation générale articule la nouvelle reconstruction rétrospective à partir de la relation entre problématisation et pratique. À suivre, l'index des dits et écrits, la notion de problématisation et d'usage tardif. Toutes les occurrences du terme, sauf une en 1976, se rencontrent dans les textes des 3 dernières années, entre 82 et 84. Dans un entretien publié en 84, en mai 84, le concept devenu central est ainsi défini.
problématisation ne veut pas dire représentation d'un objet préexistant, ni non plus création par le discours d'un objet qui n'existe pas. C'est l'ensemble des pratiques discursives ou non discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du faux, et le constitue comme objet pour la pensée, que ce soit sous la forme de la réflexion morale, de la connaissance scientifique, de l'analyse politique. Une problématisation se caractérise donc par deux traits: la construction dans une radicale discontinuité de catégories et de questions, la folie, la sexualité, qui ne doivent être considérées ni comme des invariants anthropologiques, ni comme des modalités historiques particulières de notions universelles. La soumission aux critères du discours véridique, des énoncés qui forment les domaines de pensée ainsi constitués. Les rapports de la pensée à la vérité apparaissent alors à Foucault comme ce qui a été le véritable fil conducteur de l'œuvre. Il me semble mieux apercevoir maintenant de quelle façon, un peu à l'aveugle et par fragments successifs et différents, je m'y étais pris dans cette entreprise d'une histoire de la vérité. Analyser non les comportements ni les idées, non les sociétés ni leur idéologie, mais les problématisations à travers lesquelles l'être se donne comme pouvant et devant être pensé, et les pratiques à partir desquelles elles se forment. La dimension archéologique de l'analyse permet d'analyser les formes mêmes de la problématisation, sa dimension généalogique, leur formation à partir des pratiques et de leurs modifications. Chaque livre ou chaque ensemble de livres trouve ainsi sa singularité et sa raison dans le registre particulier de pratiques qui ont porté la problématisation, qui est son objet. Pratique sociale et médicale pour l'histoire de la folie, la naissance de la clinique. Pratique discursive pour les mots et les choses. Pratique punitive pour surveiller et punir. Pratique de soi pour l'histoire de la sexualité. À chaque fois, la problématisation retenue comme objet de l'analyse, problématisation de la folie ou de la maladie, problématisation de la vie, du langage et du travail, problématisation des comportements criminels, problématisation de l'activité et des plaisirs sexuels, trouve son fondement dans un régime spécifique de pratique. Ce régime est commandé dans chaque cas par des règles et des critères propres, ceux qui définissent les dispositifs de normalisation, les règles de la production des discours, les techniques disciplinaires ou l'esthétique de l'existence.